Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Accoucher en France. De la Libération aux années 1960. Historique. Dirigé par Bruno Péquignot et Denis Rolland. La collection historique a pour vocation de présenter les recherches les plus récentes en sciences historiques. La collection est ouverte à la diversité des thèmes d'études et des périodes historiques. Elle comprend 3 séries. La première s'intitulant Travaux est ouverte aux études respectant une démarche scientifique, l'accent est particulièrement mis sur la recherche universitaire, tandis que la deuxième intitulée Sources a pour objectif d'éditer des témoignages de contemporains relatifs à des événements d'ampleur historique ou de publier tout texte dont la diffusion enrichira le corpus documentaire de l'historien. Enfin, la troisième, Essai, accueille des textes ayant une forte dimension historique, sans pour autant relever d'une démarche académique. Série Travaux. Jean-Marc Serme, Andrew Jackson, L'homme privé. Émotions et sentiments d'un homme de l'Ouest, 1767 à 1845, 2012. Gilles Gérard, Famille marron ou la famille esclave à Bourbon, île de la Réunion, 2012. Bernard Caillot, L'Angleterre face aux Bourbons dans la guerre d'indépendance américaine. Paradoxe dans l'Europe des Lumières, 2012. Alain Cohen, Le comité des inspecteurs de la salle, 2011. Franck Lafage, Le théâtre de la mort, 2011. Clément Leibowitz, L'entente Chamberlain-Hitler, 2011. Peter Hoskins, Dans les pas du prince noir. Le chemin vers Poitiers 1355 à 1356, 2011. Janine Olmy, Longwy 1979, Pour que demeure la vie, 2011. Fabrice Mouton, L'homme et la montagne, 2011. Fernando Monroyavella, Le timbre-poste espagnol et la représentation du territoire, 2011. François Valérian, Un prêtre anglais contre Henri IV, Archéologie d'une haine religieuse, 2011. Manuel Durandbarthez, De Sedan à Sarajevo. 1870 à 1914, Mésalliance cordiale, 2011. Pascal Meyer, Hippocrate et le sacré, 2011. Sébastien Évrard, Les campagnes du général Lecourbe, 1794 à 1799, 2011. Jean-Pierre Hirsch, Combat pour l'école laïque en Alsace-Moselle entre 1815 et 1939, 2011. Mélanie Gabe. Accoucher en France. De la Libération aux années 1960. Préface de Françoise Thébault. Copyright L'Harmattan 2012. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 296 96 701 4. EAN 9 782 296 967 014. À mes grands-mères. À toute la promotion de Sage-Femme 2010 de Lyon. Soyez fiers dans votre modestie, dans votre effacement et parfois dans votre dénuement, collègues âgés. Vous qui avez tant donné. C'est vous qui servez d'exemple à celles qui exercent aujourd'hui, et c'est encore vous qui transmettrez la flamme à celles qui cherchent leur voie. Anne-Marie Bru. Remerciements. Je souhaite adresser mes remerciements les plus sincères à toutes les personnes de mon entourage professionnel et familial qui m'ont aidé et qui ont fait que ce livre existe. Tout d'abord, je tiens à remercier sincèrement Madame Thébault pour tous les conseils et les remarques qu'elle m'a donnés et qui m'ont été extrêmement précieux pour développer cet écrit historique. C'est un honneur pour moi qu'elle ait accepté d'écrire cette préface. Je pense ensuite à Madame Giraud et à Madame Balsan, sage-femme cadre supérieure et formatrice à l'école de sage-femme de Lyon, qui m'ont aidé, soutenu et encouragé à cette publication. Je suis très reconnaissante envers Madame Giraud qui m'a offert cet avant-propos. Je remercie également le Conseil de l'Ordre des sages-femmes du Rhône pour leur soutien et leur aide financière. J'ai une grande pensée pour toutes les personnes qui ont accepté de témoigner et de me livrer des parties de leur vie, quelquefois intimes, et sans qui l'élaboration de ce travail n'aurait pu être possible.
Je voudrais remercier Hélène Gobert qui a accepté de m'apporter son aide à un moment où je désespérais de voir aboutir ce projet. Cela fait maintenant 15 ans qu'elle corrige mes copies et ses conseils me sont toujours aussi précieux. Bien évidemment, je n'oublie pas mes parents, Florent, Annick, Chloé, Maddy et plus généralement ma famille pour leur aide, leur soutien et leurs encouragements. Merci du fond du cœur. Préface. C'est avec grand plaisir que je préface cet ouvrage de Mélanie Gabe qui, en 2009, s'est lancée avec courage et compétence dans la préparation de ce mémoire pour l'obtention du diplôme d'État de sage-femme. J'avais alors accepté d'être une personne ressource pour guider la jeune étudiante sur les chemins d'une discipline, l'histoire, et d'une méthode, l'enquête orale, qui ne lui était pas totalement familière. Mélanie Gabe voulait comprendre comment on accouchait du temps de ses grands-mères, et quelles étaient alors les pratiques du métier de sage-femme. Son ardeur au travail, son enthousiasme à recueillir des récits de vie d'anciennes professionnelles et accouchées, sa capacité d'analyse ont donné ce petit livre richement illustré et très instructif. Lecteurs et lectrices, ces dernières seront sans doute plus nombreuses, apprécieront la description du monde d'hier et la présentation d'une mémoire sensible des pratiques, des objets, voire des émotions. Les plus jeunes s'étonneront peut-être des grossesses répétées chez certaines femmes, de l'importance du stéthoscope et du palpé dans le suivi des femmes enceintes, de la fréquence des accouchements dans le lit familial, de l'existence de salles dites des douleurs, bruissant des cris des parturientes, ou bien encore de la présence de religieuses dans les hôpitaux. Mais l'ouvrage invite aussi à une lecture à plusieurs degrés, à la fois informative et réflexive. 3 éléments peuvent être soulignés. Tout d'abord, le travail de Mélanie Gabe montre bien que la pratique du métier de sage-femme qu'elle exerce aujourd'hui n'est pas seulement, loin s'en faut, le résultat du développement scientifique et du progrès technique. Cette pratique s'inscrit dans un contexte large qui fait intervenir l'économie, l'organisation et les hiérarchies sociales, les représentations culturelles et les décisions politiques. C'est vrai aujourd'hui comme cela l'était hier dans une France pauvre, rurale, catholique et nataliste, qui exigeait de ses citoyennes de nombreux enfants, leur interdisait tout accès à la contraception et luttait avec succès contre la mortalité néonatale et infantile. La diffusion progressive de la méthode d'accouchement psychoprophylactique, importée d'URSS par le docteur Lamaze au début des années 1950, bouscula la fatalité du tu enfanteras dans la douleur, tandis que naissait au même moment, non sans difficulté et résistance, la maternité heureuse qui devint en 1960 le mouvement français pour le planning familial. D'autre part, ce travail est bien un travail d'histoire, conforme à une discipline qui, stimulée depuis plusieurs décennies par ce qu'on a appelé l'histoire des femmes et celle de la vie privée, a considérablement élargi ses objets de recherche et donné la parole à des individus ordinaires. Elle inscrit aujourd'hui tout ce qui concerne les rapports de genre dans une analyse globale des périodes considérées, en l'occurrence ici la Libération et la 4e République en France. Le baby-boom n'est pas qu'un phénomène démographique. De même, les modalités du métier de sage-femme traduisent la division sexuée du marché de l'emploi et la hiérarchie des tâches. À cet égard, les photographies de promotion d'élèves sages-femmes sont tout à fait significatives d'un métier féminin, qui met en œuvre des compétences élevées, qui demande à ses professionnels disponibilité et inventivité mais qui, à l'hôpital où le médecin obstétricien règne en maître, reste subordonné. Une interviewée qualifie le médecin-chef de service de baron. D'autres confient aujourd'hui « J'ai passé ma vie pour les autres, j'ai travaillé comme une dingue », en ajoutant toutefois « mais j'ai eu beaucoup de satisfaction ». Enfin, on peut souhaiter que l'exemple de Mélanie Gabe de s'intéresser à la dimension historique ou anthropologique du métier soit suivi par d'autres étudiantes et étudiants, et que son travail soit lu par les praticiennes et praticiens. L'histoire ne donne pas de leçons pour le présent, mais elle le met en perspective. Elle interroge notamment l'évidence scientifique et les normes du moment, trop souvent présentées comme indiscutables. Elle rend ainsi chacune et chacun acteur de son devenir et du devenir collectif. Françoise Thébault, historienne, professeure des universités. Avant-propos. C'est lors de sa 2e année d'études à l'école de sage-femme de Lyon que j'ai connu Mélanie Gabe, une étudiante attentive et dévouée, qui a tout de suite fait preuve d'une curiosité sans égale à l'égard des origines de sa profession.
Lorsque l'année suivante, Mélanie m'a présenté son projet de mémoire et ses interrogations autour de l'accouchement durant l'après-guerre, j'ai évidemment accepté de l'aider. Je me suis tournée vers Madame Thébault, pour que la patte de l'historienne vienne s'associer aux connaissances techniques et aux témoignages dont nous disposions. Je n'avais pas imaginé que Mélanie puisse s'approprier des méthodes d'entretien, des analyses et des distinctions théoriques aussi rapidement. Si l'étudiante m'a étonnée, par sa méticulosité dans le rendu des témoignages comme par le temps consacré aux lectures et études complémentaires, son mémoire m'a enthousiasmé tant il bourgeonne de détails insoupçonnés et d'anecdotes extraordinaires. À ceux qui considèrent que l'histoire n'est pas une matière prioritaire à enseigner aux futures sages-femmes, je recommande cet ouvrage, qui nous en apprend autant sur notre métier que sur la vie de nos mères et grand-mères. Certes, les historiens, les sociologues analysent nos sociétés passées et présentes au travers de méthodes propres à leur démarche, et Mélanie n'aurait pu se passer de l'éclairage d'une historienne pour orienter son enquête. Toutefois, pour étudier les changements, l'évolution d'une profession, il est intéressant qu'un éclairage vienne aussi des rangs de ceux qui les ont vécus, accompagnés ou subis. Mélanie a su, et cela donne un relief particulier par la confiance et la proximité que seule cette connivence professionnelle peut créer, nous livrer des témoignages vivants d'une période pourtant révolue, celle où une sage-femme mobilisait tous ses sens pour élaborer des diagnostics, où la clinique était le pilier de l'obstétrique, où l'expérience était fondamentale et la qualité du contact humain décisive au sein d'une organisation sociale qui plaçait la naissance au cœur de la famille et prenait lentement le chemin de l'hôpital. Le passage des foyers à l'hôpital représente un tournant dans l'histoire des sages-femmes. Notre pratique mais surtout notre position sociale a changé, et il est intéressant de comprendre comment, à une époque où les jeunes sages-femmes revendiquent une reconnaissance accrue de leur diplôme et de leur savoir-faire. Le travail de Mélanie contribue à réhabiliter une profession à part entière, ni infirmière spécialisée, ni obstétricien. Patricia Giraud. Sage-femme cadre supérieur, formatrice à l'école de sage-femme de Lyon. Introduction. Si la naissance est de nos jours largement médicalisée en France, la future mère et son enfant n'ont pas toujours été entourés de technologies de pointe et d'équipes pluridisciplinaires ayant des rôles très établis. Ainsi, les sages-femmes connaissent les moyens et les techniques mis en œuvre, mais peu connaissent véritablement l'histoire, l'essence même de leur profession. Or, la connaissance de l'histoire peut contribuer à mieux appréhender leur véritable fonction, celle d'accompagner une femme à donner la vie. Cependant, le nombre de témoignages sur ce sujet est pauvre et nous nous appuyons alors essentiellement sur des ouvrages historiques retraçant la naissance en France de façon générale. Les pratiques anciennes, qui pourraient contribuer à la valorisation de notre profession d'un point de vue mémoriel, ne sont donc pas connues. C'est pourquoi, tout au long de ce travail, couvrant la période s'étendant des premières années du baby-boom aux années 1960, j'ai voulu connaître plus particulièrement la pratique et les conditions d'exercice des sages-femmes mais aussi le ressenti des mères concernant leurs accouchements. Ainsi, j'ai cherché à illustrer les profonds changements de cette période charnière en me fondant sur des témoignages de mères et de sages-femmes de cette époque. Cette démarche laisse donc une grande place au recueil de mémoires individuelles et s'inscrit dans la continuité de la nouvelle histoire, telle qu'elle est définie par les historiens Marc Bloch et Lucien Febvrin. Cette méthode se dit objective, en privilégiant les faits et en étudiant l'impact des changements politiques et économiques sur les populations. Cependant, nous gardons à l'esprit, comme l'exprime Lucien Febvre, que le témoignage renseigne souvent non tant sur ce qui est vu que sur ce que de son temps on estimait naturel de voir. C'est pourquoi, pour éviter les erreurs et les omissions, il était important de croiser constamment les sources pour pouvoir retracer les grands mouvements de cette part d'histoire récente mais oubliée. En suivant le point de vue de l'historien Fernand Braudel, nous pouvons concevoir l'histoire comme une description, une simple observation, un classement sans trop d'idées préalables, de. Ainsi, la visée de l'historien est une ambitieuse et subtile tentative d'objectivation de la mémoire. Bien entendu, la formation de sage-femme ne me permet pas de remplir les objectifs posés par ces spécialistes. Elle est néanmoins un atout indéniable pour approcher le personnel soignant et particulièrement dans ce cas les sages-femmes. Ces professionnels attendaient avec envie les entretiens et n'avaient aucune retenue, puisque se trouvant face à une future collègue,
Elles se sentaient honorées d'avoir été sollicitées pour transmettre leur savoir, car c'est bien comme cela qu'elles envisageaient ces rencontres. Au fil des entretiens, de nombreuses questions sont apparues car avec le temps, la mémoire est lacunaire et inévitablement transformée. De ce fait, on peut se demander comment la mémoire des sages-femmes et des mères peut venir compléter les études historiques concernant la naissance en France. Pour répondre à cette interrogation, il est nécessaire de connaître les données historiques de la maternité en France dès 1945 ainsi que le contexte historique dans lequel l'État-providence s'est mis en place afin de mieux appréhender les événements, le ressenti des femmes rencontrées et les pratiques employées. C'est ce que nous verrons dans une première partie, avant de nous attarder sur la méthodologie de l'enquête orale. Pour finir, nous exploiterons dans une troisième partie les entretiens des mères et des sages-femmes afin de déterminer s'ils viennent compléter le savoir historique préalablement exposé. 1. Dans les Annales d'histoire économique et sociale, 1929. 2. La dynamique du capitalisme, 1976. Première partie. La dimension historique de la maternité en France de 1945, au début des années 1960. Vouloir retracer la naissance en France au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, c'est s'intéresser à l'histoire de notre pays, c'est-à-dire au passé. Or, d'après Caroline Beeline, enseignante en philosophie, le passé c'est par définition et avant tout ce qui n'est plus, ce qui ne peut plus revenir. Dès lors, s'intéresser au passé ne saurait être considéré comme une attitude utile ou efficace. Mais justement, faut-il confondre utilité et valeur ? S'attacher et s'intéresser au passé, ne constituerait-il pas une des caractéristiques de l'homme ? Ne serait-ce pas même un devoir d'humanité ? 33. En effet, évoquer le métier de sage-femme à travers une perspective historique permet d'humaniser la pratique de l'obstétrique. Au-delà de cela, le passé permet d'éclairer le présent, c'est d'ailleurs lui qui le construit. Sans les souvenirs et la mémoire, on ne pourrait pas parler du passé. En particulier, on oublierait dans le temps celui qui n'a pas laissé de traces écrites. Les émotions, le ressenti, le vécu des hommes sont rarement retranscrits mais bien souvent les personnes âgées prennent du plaisir à raconter tout cela et ainsi partagent des moments de leur vie avec leurs descendants. C'est une façon pour elles de transmettre un peu de leur vécu et de leurs souvenirs aux générations suivantes. Connaître le parcours de nos parents, nos grands-parents voire arrière-grands-parents constitue une source de connaissances et d'enrichissement personnel important. C'est pourquoi l'histoire et la mémoire sont intimement liées, l'une ne peut pas aller sans l'autre. La première, pratiquée par une communauté de chercheurs partageant des méthodes d'analyse, est à la recherche d'une vérité générale. La seconde est plus intime, elle constitue l'identité de toute une population. Tout au long de ce travail, nous verrons que l'on ne peut pas les dissocier, au contraire, elles viennent se compléter parfaitement. La mémoire des individus, indispensable pour mettre au jour certaines réalités intimes, est une des sources de l'écriture de l'histoire. Cependant, comme toute autre source, elle est soumise à la critique historique. Ainsi, pour avancer dans ce projet, il était nécessaire de s'approprier les travaux des historiens et historiennes qui ont étudié l'histoire de la maternité en France. C'est l'objet de cette première partie, à dominante historiographique. Dans un premier temps, nous allons voir d'une façon générale la maternité en France et son évolution. Afin d'être le plus précis possible, nous commencerons par observer la situation entre les deux guerres mondiales, puis pendant la Deuxième Guerre et enfin à la Libération. Dans un second temps, nous rappellerons dans quel contexte historique notre pays a évolué après la Deuxième Guerre mondiale. 1.1 Une histoire oubliée, une mémoire tue. Si la naissance présente des constantes à travers les âges, son approche a radicalement changé avec l'arrivée de la médicalisation. Pour approfondir les connaissances sur la maternité en France après la Deuxième Guerre mondiale, aussi bien du point de vue des femmes que de celui des professionnels et ce, jusque dans les années 1960, les matériaux manquent. En effet, beaucoup de livres relatent l'histoire de France à cette période mais peu s'attardent sur la pratique des sages-femmes. Or, par leur savoir-faire, ces dernières se sont largement investies pour la reconstruction démographique de leur pays. 1.1.1 La maternité avant la Deuxième Guerre mondiale. Françoise Thébault, historienne, dans son livre Quand nos grands-mères donnaient la vie,
La maternité en France dans l'entre-deux-guerres a décrit l'évolution du métier de sage-femme depuis le début du siècle 25. Déjà à cette période, de nombreux changements sont en train de s'opérer bien que la majorité des accouchements se déroulent encore au domicile des femmes. Les conditions sont très précaires et la population française est majoritairement rurale et pauvre. 3. La sage-femme ou le médecin de famille, s'ils étaient présents, gère seul ces accouchements qui peuvent très vite mal se dérouler tant les moyens sont rudimentaires. À cette époque, pour entrer à l'école de sage-femme, il est nécessaire d'avoir son brevet élémentaire 4 ou son certificat d'études 5. Ensuite, les études durent 2 ans. La première année permet d'acquérir les bases des soins généraux, la seconde permet d'aborder l'obstétrique et la puériculture. Après la Première Guerre mondiale, la France a besoin de se repeupler. La protection des femmes devient une des priorités du pays qui met en œuvre progressivement une politique nataliste. En effet, depuis le début du siècle, on observe une chute du taux de natalité en France. Il passe de 920 000 enfants nés vivants en 1901 à 620 000 en 1938 et 1939, 34. Ceci s'explique par le comportement malthusien 6 du gouvernement, 25, et par le fait que le nombre d'hommes encore vivants a considérablement diminué. Près de 2 millions sont morts à cause de la guerre et l'épidémie de grippe espagnole emporte encore près de 400 000 Français en 1918, 21. Tout cela explique pourquoi la promotion des naissances devient une des priorités du pays. Dans les années 1920, le gouvernement promulgue des lois interdisant toute information relative à la contraception et réprimande très fortement toute pratique abortive. 8. C'est à cette même période que l'État institue en avril 1928, pour les salariés titulaires d'un contrat de travail, une assurance pour les risques maladie, invalidité, vieillesse, décès et maternité. Ceci permet alors la prise en charge forfaitaire des frais d'accouchement, le versement pendant 12 semaines d'une indemnité égale à la moitié du salaire ainsi que des allocations mensuelles d'allaitement. Très rapidement, le même régime va être créé spécialement pour les agriculteurs puisque ces derniers représentent une grande partie de la population française. 3. Puis, en mars 1932, une loi est votée prévoyant la mise en place d'allocations permettant de couvrir les charges familiales. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.